Bonsoir à tous, je m'appelle Serge Alain Autou, bonsoir et bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Elle frappe durement l'Europe, l'Amérique, mais même le Maghreb. La deuxième vague de contamination au coronavirus. Le Royaume-Uni, souvenez-vous, confirmait il y a quelques semaines l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus. Ceci a eu pour conséquence le reconfinement d'une bonne partie de l'Europe, de l'Amérique et de l'Amérique du Nord. Sa forte contagiosité inquiète. Mais les vaccins mis au point reste efficace, affirment les experts de l'Union européenne. Cet optimisme ne semble pas être partagé par tous, tellement les vaccinos-sceptiques donnent de la voix ces derniers temps. Mis sur pied en un temps record, moins d'un an après le déclenchement de la pandémie, les personnes candidates au vaccin se font plier dans la plupart des pays ayant lancé cette campagne. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief du journal. Et tout de suite, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Covid-19, deuxième vague de contamination et vaccins. Pour en parler, nous avons invité en plateau à Douala des médecins, et des journalistes et d'autres experts pour en parler. Et nous irons également du côté des États-Unis où nous attendent nos experts que vous avez vus durant lors de la première vague de contamination. Nous irons également en France où nous attend Dr Nokam, que vous connaissez déjà. Je vais commencer par le Dr Bruno Tengang. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous. Voilà, bienvenue. Vous êtes pneumologue. C'est ça. En service au centre des maladies respiratoires de Bonanjo, c'est bien cela? C'est ça, oui. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Je vais commencer par vous. Je fais d'abord le tour. Bonsoir, docteur Etoile. Bienvenue. Ça fait un bon bout. Oui, bonsoir. Vous étiez là lors de la première vague. Vous revenez pour la deuxième vague, c'est ça? Je suis là chaque fois que les téléspectateurs ont besoin de nos éclairages. Voilà, merci. Docteur Etoile, médecin de santé publique, c'est bien cela? Exactement. Docteur Galvaris Goudjou. Bonsoir Serge. N'a rien à voir avec la médecine, hein? Oui, plutôt économiste. Voilà. Parce que c'est une variable très importante qui est la variable économique. Ouais, dans tous les cas, cela coûte beaucoup à l'État, cela coûte beaucoup à nos populations. Et généralement, même la grande panique mondiale, c'est parce que ça a un coût extrêmement élevé. D'où l'importance d'avoir parfois un point de vue économique sur la chose. Charles Ngafonga, bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de croire que peut-être qu'aujourd'hui, il serait totalement embrigadé par les doctorats aussi, hein. Parce que ça, quand on avait des savants et qui parlent expertise, qui ont un canevas déjà tracé assez souvent, on peut se retrouver dans une situation où on ne regarde pas dans la même direction. Voilà, nous prenons la direction pour dire bonsoir à tout le monde. Nous prenons tout de suite la direction de Deauville en France, où nous attend le docteur Nokam Gislain. Bonsoir docteur, bienvenue une fois de plus. Je suis Equinox Soir. Oui, bonsoir Serge Alain et bonne année. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs et à tous les compatriotes. Voilà, docteur Nokam, une petite question avant de commencer. Est-ce que vous êtes déjà fait vacciner? Vous faites partie du personnel de santé. Est-ce que vous êtes vacciné déjà? Je pense que dès que effectivement, là, il y a le personnel de santé peut déjà se faire vacciner, mais il faut avoir plus de 50 ans. Ah, il faut avoir plus de 50 ans. Donc je ne suis pas prioritaire. Ok, merci. Vous avez répondu à ma question. Possible, je me ferai vacciner. Voilà, on prend tout de suite la direction de Austin, aux États-Unis, dans le Texas. On nous attend, vous l'apercevez en bas de votre écran, le docteur Tapa Faustin. Bonsoir, docteur. C'est l'après-midi chez vous. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à toute l'équipe technique et bonsoir aux copanélistes. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et bonne année de Equinox Télévision. Voilà, je vous pose la même question. Vous êtes déjà passé par la case de vaccin? Pas encore pour plusieurs raisons, Serge Alain. Déjà, il y a eu certaines jurisprudences en tant que praticien. Et ensuite, il y a cette controverse tout autour qui ne laisse pas indifférente toute personne qui connaît un peu plus profondément les vaccins et
Voilà, on va parler de cette controverse tout à l'heure. Hein, c'est pourquoi vous êtes conviés. Merci. On revient donc sur le plateau. Je commence par vous, docteur Tengan. Docteur Tengan, vous l'avez dit, vous êtes au centre des maladies respiratoires. Est-ce que ces derniers jours, on parle de cette deuxième vague? Est-ce que vous êtes en contact avec des personnes qui présentent les signes Covid ces derniers jours? Non, il est incontestable qu'après la première vague qui a eu lieu à partir du mois de mars, qui a duré quelques mois, on a eu une période d'accalmie. Mais ces dernières semaines, depuis le mois de décembre à peu près, on note de manière certaine, sans que je ne puisse donner des statistiques formelles, parce que c'est à l'État de le faire, puisqu'il compile l'ensemble des tests qui ont été faits sur le territoire pour pouvoir donner un avis global de la situation dans notre pays. Mais nous, praticiens, on constate évidemment qu'il y a beaucoup plus de cas. En consultation encore aujourd'hui, j'ai vu plein de cas de patients qui présentaient des signes. Certains avaient été testés quelques jours avant ou même jusqu'à samedi, et d'autres ont été testés dans la journée. Il s'est avéré qu'ils étaient positifs. Donc incontestablement, il y a une recrudescence du nombre. Et qu'est-ce que vous faites lorsque ils sont positifs? Vous les prenez en charge tout de suite? Ça dépend de beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, je le dis, j'ai mon confrère et jeune frère Dr. Edouard qui est là. Dans plus de 80% des cas, cette pathologie passe quasiment inaperçue et complètement asymptomatique. Dans 10% des cas, il y a des symptômes qui sont mineurs à moyens, et dans 5% des cas, des symptômes graves qui mettent en jeu le pronostic vital. Donc il y a certains patients qui n'ont aucun signe, que nous laissons rentrer chez eux et que nous confinons chez eux en suivant un certain nombre de mesures pour qu'ils ne contaminent pas des gens autour d'eux. Et on leur donne aussi une feuille de surveillance pour la température, la toux, l'essoufflement, ainsi de suite. Et s'il y a des symptômes plus inquiétants qui apparaissent, ils reviennent nous voir. Et dans ce cas, on juge en fonction d'autres paramètres s'il faille les mettre sous traitement ou pas. Donc tout le monde n'est pas systématiquement traité avec les fameux protocoles dont on entend parler un petit peu partout. Et d'ailleurs, ces protocoles doivent être adapté en fonction du malade, en fonction de son histoire médicale et ainsi de suite. Il ne s'agit pas systématiquement de donner exactement la même chose à tout le monde. Il y a des adaptations à faire en fonction des résultats des examens qu'on a faits et en fonction de l'histoire du malade. Donc, pour résumer, une partie des patients va rentrer chez elle, va être confinée chez elle pour éviter de contaminer leur entourage et leurs collègues de travail éventuellement. Une autre partie va recevoir un traitement à domicile, et ceux qui sont les plus graves, notamment ceux qui ont des symptômes respiratoires importants, vont être hospitalisés sous oxygène ou sur un mode ventilatoire un petit peu plus complexe qu'on appelle la ventilation soit invasive, soit non invasive, mais plutôt non invasive dans notre cas parce qu'on ne peut pas faire de ventilation invasive. Donc, et les protocoles sont un petit peu différents en fonction de la sévérité des cas. Donc globalement, voilà la prise en charge qui est faite. Ok, docteur Edouard, vous également, vous êtes au contact des malades, on va le dire comme ça. Ces derniers temps, vous avez rencontré des personnes qui étaient déclarées positives? Oui, effectivement, d'abord en tant que médecin praticien, parce que je consulte chaque jour des patients. Donc nous rencontrons effectivement un regain de cas positifs. Maintenant, sous l'angle de santé publique, sous l'angle de l'épidémiologie, le ministère de la Santé publie assez régulièrement un bulletin épidémiologique qui est disponible, accessible à tout le monde. Et donc, qui vient de faire le dernier, qui compile la période allant du 6 mars au 6 mars 2020 au 6 janvier 2021, montre à peu près la courbe de l'évolution de l'épidémie chez nous, avec une première courbe en cloche, c'est-à-dire qui marque la première vague, ou qui marque le début de la première vague le 6 mars, la fin de la première vague vers le mois de septembre, avec un pic de la première vague entre les mois de juillet et d'août, et un regain un déclenchement de la seconde vague autour de la fin du mois d'octobre jusqu'à ce jour. Mais nous constatons effectivement que le nombre de cas à partir de novembre jusqu'au 6 janvier est assez constant et croissant. Donc nous sommes sur le plan clinique, c'est des faits. Dr Tengan est l'un des meilleurs médecins pneumologues et qui a l'un des meilleurs centres de pneumologie de la ville de Douala. Donc c'est un baromètre, c'est un thermomètre. Moi, il reçois un certain nombre de mes patients. Donc chaque fois que je veux avoir la température
du Covid-19 à Douala, je m'en refais. Donc, sa parole vaut comme une certaine autorité. Donc, s'il vous dit que ces jours-ci, cliniquement, il reçoit un certain nombre de patients, il faut le croire. Et deuxièmement, quand on analyse les courbes épidémiologiques, on constate effectivement que nous sommes nous sommes en plein déclenchement de la seconde vague. Deuxième vague, docteur Dalvaris Goudjou, pour vous, on devrait s'inquiéter. Pourquoi il n'y a pas... Est-ce que l'inquiétude est la même que lors de la première vague, selon vous? Justement, Serge Alain, comment comprendre ça? C'est la variable explicative. Effectivement, comme le docteur Etoile s'est bien dit, les chiffres sont disponibles. C'est globalement un peu plus de 26 000. Mais est-ce que vous sentez le frémissement dans la population comme au mois de mars, février, avril? Est-ce que c'est la même chose? Justement, c'est là, je dis, si nous sommes globalement un peu plus de 26 000 cas, 27 000. Près de 27 000, merci déjà, un peu près de 25 000 cas soignés, moins de 500 décès. Des gens, quand ils regardent cela, ils font une comparaison avec ce qui se passe ailleurs, avec un taux de guérison de 95%, ils se disent, chez nous, il n'y a presque pas de problème. Et je pense qu'une des variables explicatives, c'est que, justement, pendant les derniers mois, des gens ont commencé à ne plus respecter un certain nombre de mesures. Pratiquement, on voit ça dans la rue. C'est très rare qu'on voit des gens avec leur masque. De plus en plus, dans les milieux publics, des gens n'utilisent plus les solutions pour laver les mains. Et surtout, ça, c'est l'exemple, quand nous regardons les leaders, notamment les dirigeants intervenus à la télévision, c'est très rarement qu'ils ont un masque et la population copie cela très facilement. Quel leader? Il y en a beaucoup de dirigeants, je dis les ministres à la télé, quand vous les regardez parler par exemple. Ah, les ministres? Oui, il y en a beaucoup quand ils les ministres seulement? Beaucoup d'autres personnes, Je vais dire, se dit que des gens qui nous regardent, des gens qui regardent la masse, ils se disent généralement que si eux, ils en parlent et qu'ils n'ont pas de masque, ça veut dire qu'il n'y a rien de sérieux. Et si nous remarquons que à partir de novembre, décembre, avec les fêtes et tout ce qui s'est passé, je pense qu'il y a vraiment les vagues qui peuvent justifier le fait, comme le docteur le dit, que oui, on remarque qu'il y a de plus en plus de cas. Et ce qui est très préoccupant, peut-être que vous allez aborder ça tout à l'heure, c'est qu'il y a des variables déjà. S'il y a des variantes, il peut y avoir peut-être des couches de résistance. Je parle sur le contrôle des médecins qui sont sur le plateau. Et ça devient un peu plus dangereux. Alors que si nous prenons des mesures, si au niveau de nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que pédagogues, nous prenons nos responsabilités d'implémenter les mesures barrières, même au sein de l'entreprise, au sein de la famille, au sein de l'établissement, je me dis que cela pourrait avoir un impact extrêmement positif, surtout que, comme je l'ai dit un peu plus haut, cela nous coûte extrêmement cher à nous tous. Le Cameroun, quand même, rien que dans la caisse directe pour le ministère de la Santé, c'est quand même 50 milliards de francs CFA. 50 milliards de francs CFA qui n'est qu'une très petite partie, parce qu'en réalité, cela a coûté globalement, avec les programmes que nous avons pu bénéficier au niveau du Fonds monétaire international, autour de presque 400 milliards de francs CFA, parce qu'en fait, officiellement, il y a un certain nombre de soutiens qu'on apporte aux entreprises, en dehors de ce qu'on apporte directement au ministère de la Santé publique. Donc, pour dire que oui, si nous ne prenons pas ces mesures-là, nous ne serons pas surpris qu'ils puissent avoir, les statistiques puissent s'envoler comme c'est en train d'être fait là. Et ne nous disons pas que ce n'est que la responsabilité de l'État, parce que tôt ou tard, nous devons bien payer les impôts à l'État pour rembourser les dettes que l'État contracte pour pouvoir faire face à la pandémie. Charles Ngafonga, le président de la République, dans son adresse du 31 décembre, il a fait le constat, comme tout le monde, que nous avons un peu relâché ce plan. C'est la réalité. Oui. Mais autant je souscris aux communications qui voudraient que les gens prennent de plus en plus de responsabilités, autant je dis qu'il ne faut pas quand même pousser les Camerounais à céder totalement à la psychose. On a bien vu ce que ça a pu causer par le passé. Par rapport à la première vague. Oui, il faut se rappeler que chaque Camerounais a sa solution Covid. Donc les Camerounais ont quand même une solution à cela. Aujourd'hui, il faut davantage interpeller les Camerounais à ne pas oublier ces solutions-là, car jusqu'à présent, si on s'en tient aux statistiques, on peut dire que ce sont néanmoins des solutions qui portent. C'est un peu aussi c'est quoi ces solutions? Non, il y a des solutions. Moi, j'ai ma propre solution Covid. Donc, ici, c'est avec j'ai failli vite l'interpeller, je n'ai pas envie de la présenter. C'est pas des solutions Covid. C'est quoi la solution? Chacun a une petite position, quelque chose qui prend selon lui pour se prémunir de cela, soit pour se traiter, tant que cela arrive. Plusieurs personnes ont eu des symptômes de Covid, ils sont mal à l'hôpital, on peut recouvrir la guérison. Je dis chacun a sa solution Covid. Il y a également des Camerounais qui ont des solutions qui ont été présentées au grand public. On peut citer le cas de Monseigneur Cléda, ils sont nombreux. Donc chaque Camerounais a sa solution Covid. Il est temps de rappeler à ces Camerounais. Et c'est grâce à tout cela, je crois que c'est tout cela mis ensemble qui a fait que jusqu'aujourd'hui, on en est à ces statistiques-là. Donc, ne pas pousser les Camerounais à la psychose, mais oui, communiquer pour dire aux gens qu'il y a une deuxième variante, une troisième variante. Mais je dis une chose, qu'il y ait une deuxième ou une troisième variante, tout ce que nous voulons retenir,
c'est qu'il y a une pandémie qui fait des ravages, qui est la Covid. Maintenant, c'est pas forcément parce qu'il y a une deuxième variante, qu'il y a une troisième variante, ça change les choses. Il faut respecter un certain nombre de principes, de façons de faire, comme on le recommande. Mais comme je dis, il faut pas quand même pousser les Camerounais aujourd'hui à céder totalement à la psychose. Il faut qu'on s'en tienne à ce qui se passe en Europe, en Occident. On n'est pas dans le même contexte, et il faut toujours en tenir compte quand on communique sur cette pandémie-là. Voilà, nous prenons tout de suite la direction de Deauville. D'abord, Dr Nokam. Chez vous là-bas en France, l'actualité, c'est le vaccin. Dr Nokam. Oui. Oui, Dr Nokam, en France, Oui, l'actualité alors, oui, aujourd'hui, l'actualité, c'est le vaccin. Il y a beaucoup de polémiques autour du vaccin en France. Oui, effectivement, mais vous savez, ce n'est pas nouveau qu'il y ait des polémiques sur le vaccin en France. La polémique vient de quoi? C'est le temps mis pour mettre sur pied ce vaccin ou bien... Dites-nous. Non, je pense qu'il y a toujours eu des gens très sceptiques vis-à-vis des vaccins. Le vaccin, par exemple, contre l'hépatite B, on a toujours soupçonné ce vaccin de donner la sclérose en plaques, ce qui en est rien. Aujourd'hui, il y a 52% de Français qui sont pas favorables au vaccin. Mais je pense, moi aussi, au départ, au vu des informations qu'on reçoit sur Internet, j'étais aussi sceptique. Hein. Bon, alors j'ai pris le temps de lire, de m'informer. J'ai lu les articles sur 4 vaccins. Et au fait, j'ai compris que les gens, il n'y a pas de quoi avoir peur. Je vais commencer par parler du vaccin de Pfizer. Le vaccin Pfizer Biotech, qui est celui qui a le plus alarmé les gens, parce que certains médecins même disaient que c'est un vaccin qui va aller dans le génome, donc qui modifie notre ADN. Mais ce que les gens n'ont pas compris, ce qu'il faut bien expliquer, c'est important d'expliquer. Le vaccin de Pfizer ainsi que le vaccin Moderna, c'est des nouveaux types de vaccins. C'est la première fois dans l'histoire qu'on fait un tel vaccin. Donc, c'est des vaccins acides nucléiques. Donc, c'est l'ARN messager. Donc, l'ARN messager qui, en principe, sauf que cet ARN messager, il n'entre pas dans la cellule. On injecte de l'ARN messager qui se connecte au ribosome, mais qui n'entre pas dans le noyau de la cellule. Et cela va fabriquer une protéine qui va booster l'immunité, qui va créer l'immunité contre le virus. Mais l'ARN n'entre jamais dans le noyau de la cellule. Donc c'est très important. C'est pour cette raison que vous voyez ce vaccin, on ne peut que le conserver qu'à moins de 70 degrés. Donc, et à moins de 70 degrés, parce que l'ARN messager est très fragile. Mes confrères vous le confirmeront, il est très fragile. Et donc, du coup, les gens ont eu, en entendant parler de l'ARN messager, on dit waouh, un vaccin qui va aller dans le génome, qui va modifier notre ADN, on ne sait pas ce qu'on a mis à l'intérieur, mais quand on lit, on voit que non, c'était le moyen. Et pour faire ce vaccin, on dit que ça a été rapide. Mais il faut savoir qu'il y a une décennie qu'on travaille sur les vaccins acides nucléiques, à ADN ou à ARN, mais sauf que c'était destiné aux animaux. Il y a un vaccin à ADN qui a été fait pour lutter contre des maladies qui touchaient le saumon. Hein, c'est une forme qui touchait le saumon. Et ce vaccin est aussi en étude pour les cancers. Donc, c'est juste comme le virus est arrivé, le coronavirus, il fallait trouver une solution rapide. Étant donné qu'il y avait déjà cette méthodologie qui était déjà maîtrisée, on l'a fait chez l'humain et il faut bien revoir les résultats. Aujourd'hui, il y a 2 500 000 personnes qui ont été vaccinées aux États-Unis. Sur les 2 500 000 personnes, on a 24 effets secondaires. Alors que tout vaccin, moi j'ai été vacciné comme beaucoup de personnes, contre le vaccin de la fièvre jaune. On a des effets secondaires après ce vaccin-là, puisque ces effets secondaires, c'est toujours des effets secondaires minimes. Et il faut surtout noter que l'effet, en science, on vérifie toujours le bénéfice-risque. Le risque de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus pour les personnes de plus de 75 ans est supérieur au risque du vaccin, sachant que les effets secondaires jusqu'aujourd'hui sont des vaccins très, très, très minimes. Pour les autres vaccins, bon, c'est vrai que le vaccin de l'ARN, ça fait peur, mais il y a un troisième vaccin qui est le vaccin AstraZeneca, qui lui est un vaccin fait avec un vecteur de l'adénovirus, vecteur adénoviraux. L'adénovirus, c'est le virus du rhume, que le docteur Tegan connaît très bien. Donc, je pense que quand ce vaccin arrivera, les gens sont plus rassurés, surtout que c'est un vaccin qui peut être conservé à une température de 2 à 8 degrés, donc très bien pour les pays chauds, alors que le vaccin Pfizer, c'est à moins 70 degrés, le vaccin Moderna à moins 20 degrés. Mais il faut noter, ces gens-là, que tout ce qui est nouveau fait peur. Hein. La nouveauté fait peur, mais moi aussi j'étais sceptique, mais en lisant, on voit que
vaincre ce foutu virus, il faut qu'on fasse, qu'on fasse quelque chose, que la population soit immunisée au moins à 60%. Soit c'est une immunité naturelle, c'est-à-dire qu'il faut laisser les gens mourir, les personnes mourir, laisser que le virus circule, ça contamine les gens. Soit c'est une immunité à travers le vaccin. Mais franchement, que choisir? Qu'est-ce qu'on veut choisir? C'est logique qu'on choisisse le vaccin qu'on choisisse le vaccin que de laisser les gens malades. Nous sommes habitués au vaccin depuis très longtemps. On a vu que grâce au vaccin, la rougeole a disparu. On a vu que grâce au vaccin, on ne meurt presque plus du tétanos. Donc, les vaccinosceptiques, je comprends bien, mais n'oublions pas le bien qu'on nous en fait, le pas que nous avons fait, l'avancée que la science a faite grâce au vaccin. N'oublions pas le nombre de prix Nobel grâce au vaccin. Donc, pour moi, lisons, il y a les informations, n'importe qui peut lire les articles. L'article d'AstraZeneca est publié dans New England. Je crois que tout le monde peut lire et tout est clair. On voit le nombre de cas qui ont été testés. Pour AstraZeneca, c'était 24 000 cas. 24 000 personnes. Sur les 24 000 personnes, on a eu juste 24 effets secondaires, dont un seul effet secondaire grave qui était une maladie transverse, donc un problème neurologique. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème avec le vaccin et je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux gens. Ok, merci Dr Nokam. On va poser la même question au Dr Tapa du côté des États-Unis. On a vu il y a quelques semaines le président élu Joe Biden se faire vacciner par une Camerounaise, peut-être d'origine camerounaise, je ne sais pas si elle a encore sa nationalité, mais camerounaise d'origine. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce scepticisme autour du vaccin aux États-Unis aussi? Oui, Serge Alain, je voudrais déjà faire une remarque par rapport à l'intervention de Dr Nokam. C'est vrai, on a des points de vue différents vis-à-vis du vaccin, mais il faut analyser en tenant compte de certains facteurs. Parce qu'en fait, en termes de vaccin, on parle des faits. On ne parle pas des statistiques ou bien des reports des laboratoires, des études. Il y a des logiques en matière de vaccin qu'on ne peut ne pas relever ici. Quand vous parlez du vaccin comme quelque chose qui est salvateur, va venir, et quand prenons le Covid lui-même, le Covid qui est à 80%, les gens guérissent avec le temps de traitement. Premier fait, ça vous ne pouvez pas le contester. Deuxième fait, le contaminé se sont recontaminés. C'est un deuxième fait. Vous ne pouvez pas le discuter. Ça pose un problème de l'immunité. Est-ce que ça immunise ou pas? Sinon, la maladie serait le premier élément, ce serait même supérieur au vaccin en termes d'immunité. Il y a des faits, pas discuter. Si les gens se recontaminent après avoir pris la maladie, ça pose la question de l'immunisation. Maintenant, vous parlez des vaccins comme si c'est quelque chose qui a toujours été sain. Je veux revenir la fièvre jaune dont vous parlez. Et la controverse des vaccins, ça ne date pas d'aujourd'hui. Comme si en un an, on pouvait établir l'efficacité d'un vaccin, c'est vraiment erroné. C'est vraiment une fusion sélective des vaccins. Évaluer l'efficacité d'un vaccin en 2 mois. Vous ne pouvez pas en un an. Vous ne pouvez pas évaluer les effets indésirables à court terme, à moyen terme et à long terme en 2 mois, en 3 mois. Non. On ne peut pas évaluer l'efficacité d'un vaccin parce qu'un président de la République s'est fait vacciner. Ce n'est pas possible. Il y a des faits réels. On parle de la vie, on parle de la santé des gens. Maintenant, parlons du vaccin lui-même. Vous avez beaucoup de maladies qui sévissent depuis des années, des siècles, et qui n'ont pas de vaccin. Comment vous pouvez expliquer qu'en 130 jours, autant de vaccins sont nés à partir d'une certaine maladie qui est à 80%, n'est pas offensive. Et quand on parle des statistiques du Covid aujourd'hui, la controverse reste qu'il ne faut pas qu'on survole les choses, il ne faut pas qu'on se trompe. Les statistiques ne sont pas tout ce qu'on raconte. Ça, ce n'est un secret pour personne. C'est un sale travail, quelqu'un doit le faire. Il faut qu'on ait le courage de dire certaines choses. Je suis persuadé que les statistiques, déjà, c'est pas ça. La démarche, c'est pas ça. Et quand on parle d'immunité, on survole l'essentiel. Parce que l'immunité ne se cultive pas à partir du vaccin. Je suis désolé. Si vous prenez quelqu'un, on parle du cas de l'Afrique, rentrons dans notre contexte camerounais, où sévit la malnutrition, la pauvreté.
la déshydratation à longueur de journée, ce n'est un secret pour personne. Vous voulez que le vaccin vienne ajouter quoi aux populations? Rien de plus, je peux le dire. Aujourd'hui, il faut qu'on se remette face à la réalité. Je suis persuadé qu'on nous distrait beaucoup, mais la réalité est autre chose. Moi, en tant que Camerounais, je suis choqué. Qu'on survole le problème d'eau, qui est un problème, c'est l'eau pour l'immunité, c'est important. Je suis choqué de voir qu'on survole le problème de nutrition pour parler d'un vaccin qui arrive ou une maladie qui a 80% guérie avec un traitement. Je suis choqué de voir qu'on survole le problème des infrastructures pour parler, pour faire l'apologie de quelque chose. Vous imaginez combien de milliards on parle en termes de Covid sur le Cameroun? Et on dit que le Cameroun s'est endetté pour rembourser plus tard. Ça sert à quoi ça? Ok, merci. Vous avez des problèmes fondamentaux qui ne peuvent pas vous permettre d'accéder à la santé. Merci, docteur Tapa. On va revenir. Je vois docteur Nokam qui veut réagir. Mais permettez d'abord au docteur Tengan de placer un mot sur cette polémique autour du vaccin. Mais je crois que docteur Etoile va être d'accord avec moi. Je suis plus proche des positions du docteur Nokam que celle du docteur Tapa. Je pense que ça coule de source. Parce que je suis confronté tous les jours à des gens qui n'arrivent pas à respirer. Je peux vous dire que ce n'est pas un spectacle évident. Je crois que ces personnes-là, si on leur avait dit on va vous vacciner avec n'importe quoi, ils auraient accepté. S'ils avaient pu revenir sur le temps. Non, pour être plus sérieux, Dr Nokam a expliqué exactement ce que c'est qu'un vaccin, comment il agit, il a expliqué tous les différents types de... Je suis parfaitement d'accord avec lui, même si c'était extrêmement technique. Mais il y a moyen de le simplifier. C'est pas très très compliqué à comprendre. Et je pense que l'une des choses essentielles à faire, c'est d'informer les gens, de les mettre au courant, d'expliquer, de communiquer, et après, les gens prendront la décision, en connaissance de cause, de se faire vacciner ou non. Mais Serge Alain, on n'en est pas là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule dose de vaccin disponible dans notre pays. Puisque justement poser la question. Ben oui, puisque la plupart des pays, notamment les pays d'Europe de l'Est, se battent pour pouvoir avoir ne serait-ce que quelques doses de vaccin pour leurs personnes âgées. La Côte d'Ivoire, c'est dès février. Oui, c'est ce qu'ils ont annoncé. Entre ce qu'ils ont annoncé et ce qui va se passer... On n'en parle pas encore. C'est quoi le problème? L'Algérie, c'est dans quelques jours déjà. Voilà. Oui, entre ce qui... Non, ce que certains pays, si vous permettez, docteur, ce que certains pays du Maghreb ont fait de manière... Ils ont accepté de tester les vaccins chez eux. Par exemple, le Maroc. Ils ont accepté que pendant les phases de test du vaccin, c'est d'accepter qu'on teste une partie de leur population pour pouvoir bénéficier des vaccins. Mais je pense que la problématique chez nous, à l'instant, en tout cas à ma connaissance, je ne sais pas si toi on n'a pas de vaccin disponible, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire s'il y en aura. Donc la discussion même sur l'utilisation du vaccin n'est pas encore... Mais en tout cas, Dr Nokam l'a expliqué de manière claire, le vaccin à ARN ou à ADN notamment, c'est un vaccin qui va bloquer une protéine qui se trouve... Une protéine, c'est une substance à la surface du virus. Ça s'explique, hein, je veux dire, la science, ça s'explique, c'est pas de la sorcellerie, qui se trouve à la surface du virus, et c'est cette protéine qui permet au virus d'entrer dans la cellule, de la détruire et de produire tous ces dégâts-là. On arrive, en utilisant ce vaccin, de faire en sorte que cette protéine ne puisse plus se fixer sur la cellule, entrer à l'intérieur et détruire les poumons. C'est simple. Pour ceux qui sont contre le vaccin, je suis d'accord qu'on n'a pas assez de recul pour analyser, comme on l'a fait pour d'autres pathologies, pour savoir quels en sont les effets secondaires et quelle est la durée d'action éventuelle du vaccin. Mais il s'agit d'une pandémie, il s'agit d'une urgence mondiale grave. Le docteur l'a dit tout à l'heure sur le plan économique. Donc, on a peut-être court-circuité un certain nombre d'étapes qu'on n'aurait pas fait dans d'autres conditions. Et en médecine, pour tout, il y a un problème de bénéfice-risque. Serge Alain Autou, il n'y a aucun médicament qui est complètement anodin. Le paracétamol que les gens prennent tous les jours, si vous prenez une certaine dose de paracétamol, ça vous détruit le foie et vous êtes mort. Mais tout ce que nous faisons en tant que médecins, c'est de juger entre le bénéfice, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on risque. Et notre métier essentiellement, j'espère que docteur et toi va le confirmer, il s'agit de faire l'équilibre entre si je fais telle chose, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je risque. Et nous jouons à cet équilibre quasiment en permanence. Je suis pour ma part
Je comprends les préoccupations de ceux qui sont contre le vaccin. Je suis pour. Si c'était disponible dans notre pays, je me ferais vacciner. Je ferais vacciner ma vieille maman. Mais il faut qu'on prenne le temps d'expliquer clairement à nos populations et que chacun fasse son choix en fonction de ce qu'il aura compris et éventuellement de ses traitements, comme le docteur le disait tout à l'heure. Il y a des traitements individuels. Voilà, un autre qui est pro-vaccin sur ce plateau, c'est le docteur Etoile. Sur ce débat. Oui, disons que aujourd'hui les gens paraissent effarés de voir les personnes opposées au vaccin, mais il faut remonter à l'histoire de la vaccination pour voir que le mouvement anti-vaccinal est contemporain à l'histoire de la vaccination. C'est-à-dire que si vous donnez juste une minute pour la thème, l'ancêtre de la vaccination s'appelait la variolisation parce que c'était la variole. La première maladie, la grande pandémie mondiale, c'était la variole. Et donc, à l'époque, dans l'Empire ottoman, on avait constaté qu'on ne contractait la variole qu'une seule fois dans sa vie. Et donc, après, les gens, donc, on mettait en contact des personnes varioleuses et des personnes saines pour que les personnes saines puissent contracter la variole. Et donc, quand cette pratique a été ramenée en Angleterre, les gens, c'était un succès phénoménal, mais les gens également étaient opposés. On dit que mais ça c'est une pratique, vous venez avec ça d'Orient et tout ça, ce n'est pas, ça sera pas utile ici. En plus c'est une femme et tout ça. À l'époque le mouvement féministe n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Ensuite il y a eu le mouvement Jenner qui a impacté la vaccination. D'ailleurs vaccination vient du terme vaccine qui était une maladie qu'on observait sur les vaches. Donc vache vient de vaccine. Et donc, c'était un médecin de campagne qui avait observé que des laitières qui trayaient les vaches avaient la vaccine. Et quand elles avaient la vaccine, elles ne contractaient plus la variole. Et donc, il a reproduit dans ce système en prélevant le sang de ces laitières et en injectant de bras avant. Évidemment, immédiatement, il a également eu une opposition avec des gens qui estimaient cette fois que c'est un produit animal. C'est-à-dire qu'avant la variolisation, au moins c'était des humains. Là, c'était un produit animal et donc c'était malsain et tout. Ensuite, il y a eu l'étape de Pasteur. Pasteur qui est à l'origine du vaccin contre la rage, qui était un vaccin qui était destiné aux chèvres, à la fièvre des chèvres, à la fièvre charbonneuse. Donc, pour la première fois, il a observé un jeune garçon atteint de rage. C'était tout ce qu'il avait. Et il a vacciné le petit garçon et il a été sauvé. Et immédiatement, pendant que cet acte était héroïque, il a reçu une opposition farouche. D'ailleurs, parce qu'il n'était pas médecin. Les premiers opposants, c'était d'ailleurs les médecins. Et ils ont créé toute une ligue qu'on appelait la Ligue des médecins anti-vaccinateurs, qui faisait des congrès, tout ça, pour s'opposer à la vaccination. Et donc, aujourd'hui, avec l'étape de le vaccin ARN messager, évidemment, vous aurez toujours un groupe de personnes qui seront opposées avec des arguments très scientifiques. Parce que je reçois plein de vidéos, on dit tel médecin est opposé à la vaccination, il dit que c'est dangereux et tout. Je ne suis pas surpris parce qu'évidemment, chaque fois qu'il y a une innovation, et ça provoque une opposition. Alors, mais pourquoi en Afrique particulièrement, si je peux chuter par là, pourquoi les gens sont opposés à la vaccination? Il y a à peu près 4 groupes de personnes qui sont opposées à la vaccination. Le premier groupe, c'est des personnes qui doutent de l'efficacité. J'ai suivi des gens dire que, voilà, effectivement, c'est un vaccin qui date de moins de 3 mois. Voilà, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas dangereux? Et tout ça, ça c'est le premier groupe de personnes. Le second groupe de personnes, ce sont des personnes qui ne veulent pas être prises pour des cobayes. Ils disent que vraiment ne nous prenez pas pour des cobayes et qu'on sort et tout. Le troisième groupe de personnes, ce sont des gens qui croient en un certain nombre de théories du complot, c'est-à-dire que voilà, on va injecter des puces, on va faire stériliser les jeunes filles, voilà. Donc le mouvement anti-vaccinal s'explique à la fois sur le plan scientifique, mais également sur le plan sociologique. Donc, il ne faut pas être surpris. Il faut tout simplement améliorer la communication pour que ce soit accepté. Voilà, merci d'abord Dalvaris Ngoutou. Ce débat-là, est-ce que ça peut rassurer les populations qui seront peut-être amenées dans les jours à venir à être vaccinées?
que les médecins déjà ne s'entendent pas sur le vaccin. Est-ce que ça rassure nous autres? Je pense que, Serge Alain, cela montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Voilà. Pourquoi il n'y a pas unanimité? Il y a un aspect géostratégique dans la chose qu'il ne faut pas oublier. Notre ami tout à l'heure, Dr Noukam, il a cité un certain nombre de vaccins, notamment Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Mais curieusement, il n'a pas cité le premier vaccin contre le Covid, qui est Sputnik 5, qui a été fait par les Russes. Pourquoi? Parce que dans le contexte où il est, en France, on s'arrange à diaboliser ce qui vient de l'autre côté. Il va vous répondre, hein, docteur. Oui, c'est pas de sa faute dans tous les cas. Je dis pas qu'il ne sait pas. Puis ce qu'on oublie, c'est que nous parlons de 4 ou 5 vaccins, mais en réalité, il y en a plus de 10 déjà. Il y a les Cubains qui travaillent, les Chinois, il y en a plein qui travaillent. Maintenant, lui-même, il dit que des maladies telles que la sclérose en plaques a une variable explicative causée par les vaccins. Lui-même, il dit qu'il y a des formes de cancer qui sont liées aux vaccins. Et au-delà, ici, l'exemple de Pfizer-BioNTech. Pfizer-BioNTech, l'américain Pfizer-BioNTech, ils ont cité les mêmes arguments qu'il dit. Mais curieusement, il y a cela après quelques décennies, ils étaient au Nigeria, fait un vaccin contre la méningite. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants au Nigeria qui sont paralysés. C'est des faits scientifiques. Il y a vérifiables. Il y a des enfants au Nigeria qui ont des formes de cancer. Jusqu'à aujourd'hui, l'État nigérian n'a même pas vraiment été dédommagé. Les enfants là souffrent aujourd'hui. C'était vacciné par Pfizer, l'américain. C'est pas de la magie. Ce sont nos enfants. Ce sont vos enfants, ce sont les nôtres. Maintenant, nous parlons de la question d'argent. Tout à l'heure, le docteur Teka a bien fait allusion à cela. Nous n'avons peut-être pas les moyens de faire face, d'acheter les vaccins. Mais un pays extrêmement riche comme la Suisse a dépensé 780 millions de dollars pour acheter des vaccins. Mais ils ont dit, nous n'utilisons pas. La semaine passée, ils ont dit, quand nous avons vu 2-3 réactions déjà là, nous préférons voir comment cela se passe chez les autres. Les Suisses ont acheté pour 780 millions de dollars. Ils ont mis à la maison que non, nous avons peur d'utiliser. Maintenant, notre ami le docteur Eto'o a soulevé une variable très importante qu'il ne faut pas négliger. Il y a une variable explicative chez nous en Afrique. Ça, c'est de la géostratégie. Et en géostratégie, on se base sur des faits passés et présents pour envisager et anticiper les décisions futures. Et sur cet aspect même, il a fait allusion à la variole. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, quand les conquistadors européens, notamment espagnols, anglais, français, sont allés sur le continent américain, ils se sont rendus compte qu'il y avait des empires extrêmement puissants, notamment l'empire précolombien. Mais quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire face à ces empires qu'ils ont utilisés, ils ont offert des couvertures aux Indiens. C'était des couvertures qui étaient contaminées de la variole. Ces couvertures ont décimé les populations. Des centaines de milliers de morts. Parce qu'il y a des ennemis amérindiens qui ont disparu à cause des couvertures qui avaient été offertes. En réalité, c'était une arme à destruction massive qui avait été utilisée par des Européens pour conquérir le continent américain. Est-ce qu'on peut dire que là, ce n'est pas une arme? C'est même pourquoi je crois que ça fait 2 ou 3 jours. Le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, il a dit que aucun des vaccins européens occidentaux ne peut rentrer en Iran. Et il travaille sur un prototype avec les Cubains qui peut être produit en Iran. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des variables. Ce n'est pas seulement être anti-vaccin. Il y a quand même des faits. Même chez nous, il y a des personnes chez nous qui sont handicapées du fait d'avoir été vaccinés dans le passé. C'est des faits qui sont têtus. Nos mamans sont témoins, nos papas sont témoins. Je veux dire que c'est important qu'on fasse ce type de débat parce qu'en fait, oui, comme la polio, merci. C'est important de faire que les gens comprennent que c'est pas parce que l'autre dit en face qu'il a forcément raison. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une variable financière très importante. C'est en milliards de dollars. Et il y a des pharmaciens de par le monde entier qui sont prêts à tout faire, même s'il faut tuer tout le monde, pour faire passer un vaccin. Puis c'est les États qui commandent. Quand les États commandent, c'est en grande quantité. C'est un marché qui est sûr. C'est pourquoi je pense que nous devons être extrêmement prudents. Et justement, rentrant dans le cas de mon ami tout à l'heure qui soulevait les solutions africaines, il y a des solutions africaines. Ici, il y a des solutions africaines. Est-ce que nos États peuvent développer, peuvent financer cela pour éviter cela? Parce que c'est très important que nous fassions attention
à ce qui vient de l'autre côté ou d'ailleurs. Donc je vais dire que oui, des gens ont raison d'être extrêmement réticents par rapport au vaccin. Mais maintenant, s'il y a des gens qui peuvent prendre sur leur conscience d'accepter cela, c'est à leur responsabilité. Peut-être. Voilà, oui, Charles, allez-y sur ce. Oui, je suis content que le docteur Davaris Goudou ici il me rejoint dans ma position. Moi, je dirais ici que, en fait, quand vous suivez le débat autour, depuis que cette maladie a été déclarée, c'est un peu un débat d'experts. Et parfois, nous sommes très amusés quand nous sommes au quartier, c'est-à-dire que le commun des Camerounais. Si vous passez à Bipanda tout à l'heure, au niveau de Carrefour Pasteur, vous allez voir 40-50 personnes agglutinées devant un écran de télévision. Mais toutes les explications que les experts donnent, est-ce qu'ils parlent vraiment à ces Camerounais? Moi, j'aurais préféré qu'ils créent un comité ou des commissions dans lesquelles ils discutent, parce qu'ils n'arrivent même pas déjà à s'entendre. Et maintenant que cela sort de ce cadre de leur expertise-là, pour se retrouver chez le grand public, il y a déjà un problème. Donc, le fait qu'ils n'arrivent même pas déjà à s'entendre, c'est le début du problème. Et aujourd'hui, les médecins sont disqualifiés pour sensibiliser les gens par rapport au vaccin, si on s'en tient aux antécédents. Vous savez très bien, aujourd'hui, il y a toute une problématique sur le médicament. Mais vous allez dans les pays... Non, il y a une problématique sur les médicaments. Pas forcément seulement les médicaments à la base sur le Covid. Vous allez voir que nos médecins préfèrent encore vous prescrire des spécialités, prescrire les génériques qui sont vendus sous les noms de marque, alors qu'il y a des génériques sous DCI, dénomination commune internationale, qui peuvent être moins chers. Mais pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont en complicité avec les grandes firmes qui fabriquent. Donc du coup, si vous connaissez ces problématiques, vous connaissez cela, comment est-ce que vous allez croire à ce que les médecins, même sur un plateau de télévision, fussent-ils à l'étranger, vont vous dire du vaccin et de tout le reste? Maintenant, la réticence des Africains contre le vaccin, on le sait. Et assez souvent, il y a des situations qui leur donnent raison, avec tous les gaffes que les vaccins ont souvent créés. Donc aujourd'hui, le Camerounais que je suis, je crois que le docteur a dit ici que si les vaccins arrivent, c'est le premier à aller se faire vacciner. Mais moi, Fonga, je ne suis pas contre un vaccin qui arriverait, mais il ne serait pas quand même des premiers à aller souscrire un vaccin. Parce que j'ai envie de croire qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils sont même passés par le Covid, mais sûrement que les anticorps ont développé des possibilités de résister face à ce Covid-là. Et aujourd'hui, si je prenais ce vaccin, est-ce que je suis sûr que cela va pas me fragiliser ces anticorps? Alors, on est un peu dans cette situation-là. Je dis, aujourd'hui, il faut s'être communiqué, il faut dire que les vaccins existent, comme il a dit, mais poser la problématique du vaccin en ce moment et au Cameroun, au point où pour certains, nous vouloir pousser le gouvernement à en tenir compte et en faire peut-être une priorité. Je dis qu'on n'en est pas encore là. Et une fois de plus, il faut communiquer sur les vaccins, mais si c'est les médecins qui sont mis en avant pour communiquer, j'ai bien peur que les Camerounais ne les suivent pas. Voilà, rapidement, docteur Etouan, parce que docteur Nokam, il veut réagir. Je voudrais quand même, dans ce vaccin bashing et tout ça, relever quand même un certain nombre de points. C'est-à-dire que je comprends effectivement toute la polémique, toute la défiance, tout ça qui a vu et tous ces faits qui sont rapprochés. Peut-être on va passer la parole au docteur Tapa qui va relever un certain nombre de faits. Non, d'abord, mais je vais dire que cela relève en ce qu'on appelle en psychologie sociale le biais de négativité. C'est quoi le biais de négativité? C'est-à-dire que si je vous fais 9 compliments et un reproche, qu'est-ce que vous allez le plus retenir? Le reproche. Alors que je vous ai fait 9 compliments. Si les vaccins ont guéri 999 maladies, et il y a eu un problème sur un vaccin, qu'est-ce qu'on va le plus retenir? C'est le problème sur les vaccins. C'est comme ça en fait que le cerveau humain est fait. C'est-à-dire que si vous êtes en brousse, vous pouvez rater 10 arbres fruitiers, mais vous allez tomber sur le 11e, c'est pas un problème. Mais si vous ratez le bruit d'un tigre, vous allez finir en saucisson. Donc l'être humain a été conditionné et ça pour capter les signaux négatifs, pour capter les dangers. Donc aujourd'hui, on oublie que les maladies ont complètement disparu grâce au vaccin. Diphtérie, qui s'en rappelle encore? Coqueluche, tétanos. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, quand on voyait un cas de rougeole, mais c'était un staff, c'était une réunion d'urgence. Moi, j'ai fait mes stages dans un service de pédiatrie, c'était une réunion d'urgence parce qu'on disait la rougeole, mais c'est incroyable, voyez un cas de rougeole. Et aujourd'hui, la rougeole, c'est presque banal. Alors que la rougeole est une maladie évitable par la vaccination. Donc aujourd'hui, on néglige la vaccination. Les maladies émergentes et réémergentes qui avaient disparu commencent à apparaître. Donc il faut faire très attention avec des personnes qui prennent la parole sur la place publique et tout ça pour dire tout et n'importe quoi. Voilà, merci. J'ai vu le docteur Nokam qui veut à tout prix absolument rebondir après les déclarations du docteur Tapa. Docteur Nokam. Oui, merci Serge Alain, parce que je boue depuis tout à l'heure, suite à tout ce que j'ai entendu.
Je pense que nous devons être sérieux et responsables. Parce que faire ce tel bashing du vaccin, quand on connaît ce que le vaccin nous a apporté, qui parmi vous serait d'accord que son enfant ne soit pas vacciné contre la poliomyélite, ou contre la coqueluche? Donc, je veux dire, il faut noter que, quand je vous la méningite à l'extrême nord du Cameroun, je veux dire, il faut noter, comme tout médicament, les médicaments ont des effets secondaires. Je n'ai pas dit le contraire. Les effets, et nous, en tant que médecins, nous avons la responsabilité d'expliquer aux patients. Un chirurgien, par exemple, quand il veut opérer quelqu'un, il lui dit, je vais vous opérer, mais sachez que parmi les effets secondaires, il y a la mort. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous opère? Si vous dites non, il ne vous opère pas. Donc, on a l'obligation d'expliquer, d'informer le patient. Donc, pour les médicaments, moi je vous dis, moi je suis neurologue, je soigne la sclérose en plaques. Nous avons un médicament dans la sclérose en plaques qu'on appelle le Tysabri, natalizumab. L'un des effets secondaires de ce médicament, c'est le cancer. Et moi, j'ai des patients qui le prennent, connaissant ces effets secondaires-là. Mais ils savent que s'ils ne prennent pas ce médicament, ça peut être plus grave. Pour les vaccins, j'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, les vaccins ont des effets secondaires. Pour le moment, on ne connaît qu'on n'a qu'un recul. Le vaccin de Pfizer a commencé à être, les études ont commencé en juillet. On a peu de recul. Le livre que nous appelons le Vidal. Le Vidal, c'est quoi? Le Vidal, c'est que quand un médicament sort, on publie les données de la recherche. Et une fois qu'on publie les données de la recherche, chaque fois qu'il y a un effet secondaire nouveau, on communique et on rajoute ça dans les effets secondaires. Si on devait attendre qu'une fois qu'un médicament sorte, qu'on attende 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais finalement on n'utiliserait aucun médicament, même le paracétamol on n'utiliserait pas. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le médicament, le vaccin, dans chaque État, il y a une agence qui s'occupe de contrôler la santé de ses citoyens, parce qu'ils sont responsables. Ici en France, il y a quelques années, il y a eu l'effet du sang contaminé. À l'époque où Laurent Fabius était Premier ministre. Ça a coûté la tête à des gens. Donc aucun gouvernement ne veut prendre le risque. Donc en Europe, il y a ce qu'on appelle l'Agence européenne du médicament. Aux États-Unis, il y a la FDA. Donc quand un laboratoire fait son vaccin, il faut que les scientifiques valident pour le peuple. Parce que quand la France achète 300 millions de doses de Pfizer, 400 millions de doses d'AstraZeneca, mais ce n'est pas pour le Cameroun, c'est pour la France. Mais vous pensez-vous que la France est prête à tuer son peuple? Donc ils sont convaincus que c'est un mauvais vaccin, ils prennent ça pour le peuple. Ils ne prennent pas ce vaccin pour le Cameroun. Chaque pays s'organise. Ok. Docteur Nokam, permettez au docteur Tapa de réagir avant le journal. Docteur Tapa. Oui, Serge Alain, j'ai 2 remarques à faire. Docteur Nokam dit que réagir contre le vaccin, c'est dit du n'importe quoi. Je suis quand même surpris. On est dans l'ancienne école où tout ce que le Vidal disait, tout ce que l'OMS disait, tout ce que la France disait était ce qui était vrai. Je suis désolé. La science, c'est les évidences, Docteur Nokam. On parle des évidences qui peuvent être vraies aujourd'hui et fausses demain. Ça, c'est la science. Si on est en science, il faut bien qu'on se le dise. Ça, c'est pour apporter la précision académique. Maintenant, sur le plan éducatif, au sortir de cette émission, le commun du mortel devait comprendre qu'est-ce qui est bien pour lui et qu'est-ce qui n'est pas bien pour lui. Nous, on n'a jamais dit que le vaccin n'était pas utile. Moi, je ne l'ai jamais dit. Mais je dis, je juge les faits, je juge les évidents et je dis, c'est trop tôt pour parler d'un vaccin ou une maladie qui, à 80%, peut guérir avec ou sans traitement. Ça, vous ne pouvez pas le contredire. Mais pas chez plus de 75 ans. De l'autre côté, je suis désolé, de l'autre côté, il y a une bonne façon assez naturelle pour développer son immunité, qu'on gagnerait à expliquer aux populations que c'est un vaccin qui ne sera même pas d'ailleurs à la portée de tout le monde. On parle d'un vaccin qui n'est même pas encore sur le terrain. Mais par contre, il y a des méthodes que les gens peuvent continuer à utiliser pour immunité qui joue plus important même que le vaccin à la limite. Il s'agit de quoi, monsieur Nukam? C'est de l'eau, j'en ai parlé tout à l'heure. L'hydratation du corps, c'est un facteur de l'immunité qu'on ne peut pas contredire. On ne va pas tomber dans les détails académiques ici, mais il faut expliquer aux gens que boire de l'eau, c'est important. On fait l'émission, on est au Cameroun, il faut qu'à la fin de l'émission, les gens puissent en tirer quelque chose. Tant que leur nutrition, ça fait un plus dans leur immunité et dans les circonstances actuelles. Si vous faites attention à ce que vous mangez, ça peut vous aider. Il faut expliquer aux gens que leur méthode empirique, c'est-à-dire boire le ginger, boire l'eau du dolé, boire le filet de crème et tout ça, ce n'est pas mauvais. Il
faut leur expliquer que ça leur apporte la chlorophylle qui oxygène le sang et qui peut renforcer le système immunitaire. Il faut expliquer aux gens que les méthodes naturelles actuelles disponibles peuvent les aider avant qu'on ne lutte. Il s'agit de lutter contre une épidémie, pas d'attendre le médicament miracle. Il s'agit d'expliquer aux gens qu'ils ont des recours familiaux avant d'attendre le secours même de l'État. Il faut éviter de sophistiquer le débat en termes le vaccin est devenu ceci ou le vaccin. Pour parler des vaccins, il y en a une dizaine et plus même, et qui posent autant de controverses que chacun d'entre eux. On ne peut pas être spécialiste ou tranché de façon, c'est pas la science, c'est les évidences. Vous pouvez ne pas être content par rapport à ce qu'on dit contre le vaccin, mais vous devez prendre du recul pour juger plutôt. Pour juger ce que vous dites. Donc, moi, je pense, au finish, de ne pas aimer. C'est une question des évidences scientifiques. Évident que c'est prudent pour donner aux gens. On va y adhérer. Mais il ne faut pas forcer la main. Il faut permettre... Le taux d'efficacité de Pfizer, c'est 95%. Le taux d'efficacité, c'est 95%. C'est une évidence. Les gens comprennent. Être critique, ce n'est pas un crime. Et que l'attitude d'un médecin normal, face à chaque situation, c'est d'avoir cette réserve et d'analyser avant d'avancer. Une position tranchée, au point où vous pensez que les autres qui parlent contre le vaccin sont des mauvais, non. Okay. Voilà les précisions apportées. On a du mal, on a vraiment du mal à recevoir le docteur Tapa. Donc on va continuer avant le journal sur ce plateau. D'abord, docteur, oui. Bon, on va revenir, on annonce de l'autre côté la pub. Dans un instant, donc, après la pub, ce sera le 20h de Cédric Noufélé. Une passe de pub. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared.